Bonjour à tous. Bonjour. Notre nouveau segment a commencé depuis le 9 janvier. Pourquoi? Parce que l'annonce de la réforme des retraites ayant lieu le 10 janvier, nous nous sommes dit que peut-être il y aurait des gros mouvements de grève qui nous empêcheraient de partir. Ils ont eu lieu, mais un peu après. Donc on est parti le 9 dans un état de fatigue avancée, si bien qu'à peine les fesses dans le train, on dormait. On a pris un vol qui s'est super bien passé, un vol de jour pour la première fois. Et puis nous sommes arrivés à Quito, on a pris un taxi à l'aéroport qui nous a amenés à l'hôtel. Et là nous avons reçu un message de Hans qui nous a demandé s'il pouvait nous appeler. On n'avait pas un bon réseau, donc on lui a dit qu'est-ce qui se passe. Et là, il nous envoyait une vidéo qui nous disait que ça allait être compliqué d'aller en Colombie puisque les routes étaient coupées. Il a beaucoup plu et par conséquent, il y a eu des glissements de terrain qui rendent les routes complètement impraticables. Donc, on s'est dit, encore une fois, comment est-ce possible ? Du coup, comme on n'était pas pressé d'aller en Colombie, on s'est dit on va aller visiter Quito. Donc Manu avait réservé un joli petit hôtel dans le centre historique de Quito avec une jolie vue sur Quito. Et dès le lendemain matin, on est parti faire un tour des églises de Quito. Et on a tout de suite été replongé dans l'Amérique du Sud. Et ça, c'est vraiment cool. Avec sa musique de rue, ses grandes places, ses églises. On a commencé par la place des Armes, bien évidemment, parce que c'est toujours dans toutes les villes le point central. Et là, il y avait une répétition de défilés militaires, ou comme on voit dans la plupart des villes. Et puis, donc nous avons visité 3 ou 4 ou 5 des plus belles églises de Quito. Ça nous a replongé là aussi dans l'atmosphère générale qu'on avait déjà connue, notamment en Argentine et en Bolivie. Et au Pérou. On a pensé à Arequipa par exemple. Ce sont des églises en général de style baroque, très chargées en dorures, chargées en enluminures de toutes sortes, en vitraux et aussi beaucoup en peinture. Donc une fois qu'on a accepté ce style très chargé, on est émerveillé devant le souci du détail. Il y a aussi une magnifique basilique un peu à l'écart de la ville, qui est très majestueuse et qui domine la ville de Quito. Et puis là, on était le 10 janvier, donc on était encore dans l'ambiance de Noël. Les crèches commençaient à être remisées, mais on a vu une très belle représentation de la vie de Jésus, qui était mise en scène sur la base de moulages en plâtre de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est, je crois, une des plus grandes reconstitutions du monde sous forme de maquette de la vie du Christ. Un peu comme les villages de Noël, mais en gigantesque. Donc c'était super bien fait. Il y avait une représentation du jour et de la nuit, donc ça s'éteignait, ça s'allumait. À un moment, c'est devenu tout sombre et c'est parce qu'il y avait un orage, donc on entendait les bruits d'orage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait juste un petit problème d'échelle. Parfois, il y avait les personnages tout petits. Et à côté, d'autres personnages très grands. Mais ça nous expliquait bien. Et puis, ce qu'on retrouve, alors, en dehors des décorations, donc qu'on pourrait juger trop chargées ou trop lourdes, mais qui définissent un style particulier, c'est la vénération particulière pour le personnage de la Vierge qu'on retrouve conjuguée sous différentes formes. C'est pas forcément la Vierge canonique, c'est beaucoup des Vierges noires, des Vierges de tel endroit, des Vierges miraculeuses. Le personnage de Jésus aussi, donc toute la logique de l'incarnation, mais au sens charnel du terme, avec les chairs apparentes, le sang, les larmes. Ça, c'est très sud-américain dans l'esprit. Et on retrouve ça de manière assez permanente dans tous les musées et toutes les églises qu'on visite. Nous, on n'est pas des spécialistes et c'est pas le centre d'intérêt majeur de notre voyage.
Donc on découvre ça d'un œil assez naïf, sans beaucoup de jugement de valeur ou de préjugés. Et on a tendance, il faut bien dire, à tout confondre, car aussi les motifs sont très répétitifs. Par exemple, le personnage de Saint François d'Assise, San Francisco, on le retrouve de manière extrêmement régulière. C'est presque obsessionnel. Et je crois qu'il y a une progression en fait dans le style qui a été faite à base de répétition des mêmes motifs. Donc c'est ce qui donne cette impression aussi de charge un petit peu lourde, c'est que les architectes comme les peintres semblent aller au bout d'un style très chargé. Et l'après-midi, on a pris un bus. Le trajet a duré, je sais pas, 2h30. Et on est arrivé dans notre camping préféré qui s'appelle Finca Summerwind. Et on a eu le même sentiment que quand on a, entre guillemets, redoublé l'Afrique du Sud et qu'on s'est retrouvé au même camping. Là, on arrivait en terrain conquis, on connaissait les lieux, les chiens, on a retrouvé notre Oscar. Mais le lendemain matin, il y avait des grosses fuites d'huile dessous. On a cherché à savoir ce qui se passait et les voisins sont venus nous aider. On a fait un rapide diagnostic et on s'est rendu compte que le mécano à qui on avait demandé de s'occuper d'Oscar pendant notre absence, en fait, n'avait pas joué le jeu. Il nous a dit avoir remplacé des pièces qu'il n'avait pas remplacées. Et puis c'était des bougies qu'il a dû chercher, qu'il n'a pas retrouvées. Bref, on était complètement immobilisés. On ne pouvait pas bouger. Le premier jour, on a pu et après, c'était impossible de le réparer. Le mécanicien nous disait qu'il venait, il venait pas, donc on ne pouvait pas quitter le terrain de camping. Donc on a pris notre temps. Et Manu, on a profité pour aller chez la couturière, faire ses fermetures éclairs de pantalon qui avaient cassé. Bon, ça nous a vraiment pas coûté cher. Ça a marché à moitié parce qu'il y a une poche sur deux qui fonctionne. C'est quand même mieux d'avoir un nouveau pantalon pour 4$ plutôt que pour 30. Hein. C'est la règle un peu locale, je crois. Les artisans sont très sympathiques, ça coûte pas cher, hein, et la qualité est variable. C'était un mal pour un bien d'être immobilisé chez Hans, parce que, certes, on était frustrés de ne pas pouvoir repartir, mais de toute manière, les deux phénomènes se conjuguaient. On était bloqué au niveau des routes et on était bloqué au niveau mécanique. En revanche, on s'est replongé dans cette atmosphère qui est tout à fait unique, même si on l'avait déjà expérimenté un peu plus tôt en Amérique du Sud. C'est vraiment chez Hans qu'on retrouve ce point de convergence extraordinaire entre voyageurs. Dans les deux cas, c'était une situation particulière. D'ailleurs, Hans était content parce qu'il avait du monde. La première, c'était les grèves. Donc on était confinés ici, on n'avait pas le droit de sortir. Et là, on était entre deux pays. On ne pouvait pas monter puisque la Colombie, les routes étaient fermées. Et on ne pouvait pas descendre puisque, vous le savez, il y a de gros mouvements politiques. Ça se passe très mal au Pérou. L'Équateur est vraiment entre ces deux pays. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il y a une atmosphère particulière. Puisqu'il ne s'agit que de voyageurs à long terme. On ne va pas en Équateur pour une semaine. Surtout avec un véhicule, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Voilà, donc soit ils arrivent du sud, ils se sont rencontrés plein de fois et pouf, ils se retrouvent chez Hans, soit ils arrivent du nord et même chose, on se retrouve. Et là, c'est une grande famille. Il y a des gamins de 20 ans, les plus vieux avaient 60, un peu plus de 70 ans ou même 75 ans si on prend ceux de juin. Tout ça se mélange incroyablement bien. On fait des déjeuners, des dîners, des restos ensemble, ou pas. Ceux qui ont envie de rester dans leur coin, ils restent dans leur coin. Tout ça dans un mélange de langues incroyable, puisqu'il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a du français. Donc, les conversations ont lieu dans les 4 langues. On switch d'une langue à l'autre. C'est vraiment sympa. En tout cas, on vous encourage vivement à aller voir la vidéo qu'Alexandra a faite sur le camping. Elle est vraiment très très professionnelle et vous vous rendrez vraiment compte de l'endroit où on a séjourné presque 6 semaines en tout. Et puis à Ibarra,
c'est réputé parce qu'il y a ce fameux lac dont on vous a parlé, qui, il y a longtemps, était plein de tilapia, de poissons. Les poissons, ouais. Et les gens venaient de partout pour manger ces tilapia. Il n'y en a plus dans le lac, ils sont importés, mais il y a toujours des dizaines de petits boui-boui qui proposent du tilapia. Donc, on y est allé pour notre anniversaire de mariage, on a emmené nos copains, parce que franchement, c'est super bon, du poisson grillé. Ce soir, c'est notre dernier jour à Ibarra. Alors du coup, on vient chercher des tilapias et on va se faire un petit dîner au camping. Tous ensemble pour notre dernière soirée. Voilà les tilapias. Waouh! Et puis le lendemain, Hans nous a tous réunis pour nous proposer de faire une escapade sur la côte ouest de l'Équateur. Ce qui tombait bien parce qu'on était doublement bloqués, nous, avec Oscar. On avait des problèmes mécaniques. On avait des problèmes aussi de certificat de passage dans le pays qui était expiré. Donc, on ne pouvait pas trop l'utiliser. Et c'était pour nous une chance de pouvoir explorer un petit peu l'Équateur que finalement, on a fait que... On a passé beaucoup de temps en Équateur, mais on est toujours bloqué au même endroit. Donc c'était une chance de pouvoir aller dans un endroit qui en plus n'est pas forcément très facile à découvrir tout seul. Donc Hans nous a amenés dans ces endroits un peu secrets, ce qu'on va vous raconter la semaine prochaine. Salut, salut! Bye!